Si vous écoutez régulièrement Le Club, vous savez sûrement que Tikamoon soutient cette émission depuis plus de 3 ans et j'en suis ravie car c'est une très belle marque dans l'univers du mobilier. Belle dans le sens que leurs meubles en bois massif sont beaux, dans un style à la fois contemporain et intemporel, mais aussi belle dans ses valeurs, son engagement et sa durabilité. Leur bois est sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes en assemblage traditionnel, sans colle, sans vis, et ils sont solides, voire même réparables et recyclables, bien sûr. Et alors, je voulais vous parler d'une grande actu. Ils viennent de créer toute une collection avec l'Opéra national de Paris. Ce qu'ils ont en commun, c'est le goût de la qualité, du raffinement et de l'exigence. L'idée que les gestes quotidiens et techniques parfaitement maîtrisés d'un ébéniste pourraient être comparables au travail sans relâche des danseurs qui répètent avec passion leurs pas. Je trouve que cette comparaison est très belle et complètement inédite. C'est la designer Charlotte Juillard qui a imaginé cette collection capsule que je vous invite à découvrir. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Salut Hortense. Salut Hortense. Ça va sous le soleil ? Ah oui. Toujours ce printemps qui arrive. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets très variés. Marie Farman, journaliste spécialisée en design qui collabore avec de nombreux magazines, va nous parler d'un design joyeux, de tous ces designers qui imaginent des meubles et objets ludiques, colorés pour nous amuser ou au moins nous faire sourire et égayer nos intérieurs et peut-être même nos quotidiens. Exactement. Violaine Bellecroix, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et citoyenne engagée grâce à WIT Media, Women in Transition écologique, abordera la thématique du zéro gâchis avec plein de mini-recettes, notamment pour récupérer des légumes, du pain, tout ça. À peu près. Je te dis pas. Ok. Je te dirai après. Non. Teasing de folie, on adore. Et Billy Blanquette, donc journaliste déco qu'on retrouve notamment sur Instagram et autrice de 2 livres. Absolument. Va consacrer sa chronique à la terre. Alors la couleur terre, cette nuance marron chocolat, tu vas nous préciser tout ça, mais aussi aux matériaux, sur l'importance de cet élément dans notre intérieur. Absolument. On enregistre dans un tout nouvel hôtel qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Madame Drouot et dont l'architecture est entièrement signée par la décoratrice Stéphanie Coutas. Alors son inspiration de départ vient de Drouot, qui est vraiment juste à côté, juste en face. Étant elle-même galeriste, elle a su donc habilement créer des ponts entre les arts décoratifs, des références classiques, des objets chinés ou des éléments plus contemporains. Il y a 33 chambres et suites, un spa, et je cite juste le restaurant parce que j'aime bien l'idée. L'hôtel s'appelle Madame Drouot et le restaurant le Café Monsieur. Je précise, parce que ça m'amuse. Il est bien cet hôtel, c'est sympa. Ouais, il est sympa. Et donc, en parlant de joie, regarde Marie, cette transition impeccable avec ta chronique. Ouais. Alors, tu disais design joyeux, mais ça peut être effectivement design ludique, parfois enfantin. En tout cas, un design good vibe. Donc, comme tu disais, je voulais vous parler aujourd'hui de ces designers qui conçoivent des meubles et des objets dans le but de susciter la joie. Donc, c'est souvent des couleurs vives, des formes ludiques, des références au monde de l'enfance. Et leurs créations apparaissent un peu comme ils le disent, un contre-pied à l'amorosité. Ils sont là pour nous faire sourire ou nous séduire si on aime ce type de design. C'est un design qui est très joueur, qui est empreint de bonne humeur. Donc, pourquoi j'ai eu envie de me pencher là-dessus ? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation à aller voir une exposition de la nouvelle exposition de la jeune designer Léa Mestre à la galerie Carpenters Workshop à Paris. Et sur l'invitation, dans le corps du mail, il y avait une photo d'elle qui pose au milieu de ses lampes XXL rose fuchsia sur un fond rose fuchsia, elle-même habillée tout en rose fuchsia,
avec un sourire hyper éclatant. Donc j'avoue que ça m'a assez intriguée parce qu'en termes de communication, c'est assez singulier. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de choses, donc ça m'a intriguée. Et il y avait écrit dessous, je vous cite, Léa Mestre s'oppose à un monde du design qui, selon elle, est souvent trop sérieux, vaniteux et masculin. Elle se distingue par des objets amusants et colorés, volontairement éclatants et légers, en reflet de sa propre personnalité. Donc le ton était donné, ça m'a doublement intriguée. Donc je suis allée voir cette exposition il y a quelques jours, qui est donc, je le rappelle, à la galerie Carpenters Workshop à Paris, dans le 4e. Et cette expo, il y a Léa Mestre qui expose ses lampes, mais il y a aussi d'autres designers, c'est visible jusqu'au 7 juin. Donc elle expose des nouveaux luminaires en crépi coloré. Elle adore travailler ce matériau, et aussi en mosaïque. Crépi coloré. Ouais. Marrant. Et aussi en mosaïque, c'est un nouveau matériau qu'elle a introduit. Alors parfois, ça peut même être en crépi coloré avec des incrustations de mosaïque. Et donc, c'est des proportions hyper démesurées. C'est des très, très grandes lampes. Alors, il y a plus ou moins, il y en a qui sont vraiment immenses, qui font, je pense, 1,50 m de haut, et d'autres qui sont plus petites, plus faciles dans un intérieur. Mais elles sont un peu des formes de champignons, c'est des formats assez simples, et elles donnent l'impression d'être dans un monde complètement imaginaire, magique, enfantin, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Elle présente aussi là une nouvelle table, elle se lance dans un nouveau projet. Donc c'est une immense table, tout en céramique cette fois-ci, qu'elle a mis des heures et des heures à faire, qui représente un peu un paysage rêvé avec des nuages jaunes et roses, un petit animal comme ça. Elle est complètement fantasmagorique. Et quand on lui parle de son travail, elle l'explique très simplement, avec surtout beaucoup de spontanéité et de fraîcheur. Elle est vraiment, elle a un contact très agréable. Elle dit qu'elle aime que la vie soit amusante, joyeuse, chill, et que ses créations parlent d'elle-même. Voilà, c'est vraiment, ses créations sont vraiment à l'image de ce qu'elle est. Voilà, c'est assez différent et c'est très agréable. Et elle donne par exemple aussi à ses lampes, parce qu'elle a pas mal d'humour, des petits noms comme par exemple Odette, Stacy, Yolanda. Mais tout ça, elle est assez décalée, mais ça ne l'empêche pas d'être donc représentée déjà par des prestigieuses galeries, comme celle où elle est exposée en ce moment, mais aussi d'avoir ses œuvres exposées dans des grandes foires de design internationales. Donc voilà, sa légèreté, mais qui n'est pas dans le mauvais sens du terme, est quand même quelque chose qui intrigue et qui... Et elle est jeune. Et elle est très jeune, ouais. Donc cette Léa Mestre est un peu mon point de départ. Donc j'avais donné envie de commencer à ouvrir l'œil sur cette... Je ne dirais pas que c'est une tendance, mais sur un mouvement, justement, si on peut appeler ça comme ça, de ce désir des designers de transmettre à travers des meubles et des objets des ondes plutôt positives, joyeuses, de manière assez décomplexée et aussi assez désintellectualisée. C'est-à-dire que c'est très frais, il n'y a pas de discours derrière hyper compliqué, sorte de néo-mouvement Memphis. Alors, quels sont les ingrédients d'un design joyeux pour toi ? Alors, avant tout, c'est la couleur. Bien sûr, il faut que ça soit hyper coloré. Ce sont des teintes qui sont assez vives, franches, éclatantes, voire ludiques. Et par exemple, un autre exemple de designer, une femme aussi, qui s'appelle Adélie Ducasse, elle fait pas mal ça de... me dit quelque chose. Ouais, elle fait des luminaires en céramique et des miroirs. Et elle explique par exemple que de faire du design pour garder une âme d'enfant. Donc voilà, le ton est donné. Donc évidemment, elle a faire du quoi ? Du design pour garder son âme d'enfant. Du zèle. Oui, moi aussi. Du zèle. Je pense que je parle un peu du nez, c'est pour ça. Donc bien sûr, elle a un univers qui est à la fois coloré et ludique. Elle s'inspire de la spontanéité de l'enfance avec une sorte de jeu de construction de couleurs vives. Donc plus concrètement, elle fait des sculptures lumineuses, donc des lampes quoi, en céramique et des miroirs. Elle assemble des formes géométriques simples, ronds, cônes, carrés, un peu à la manière d'un jeu de Lego. Elle a fait beaucoup de mathématiques, donc elle aime bien les assemblages, et des couleurs primaires assez simples. Donc il y a vraiment tout un jeu de rythme hyper graphique dans sa manière de manier les formes et les couleurs de façon assez enfantine, mais le résultat n'est pas... c'est très joli, c'est très bien pensé. Donc voilà, un exemple encore d'une designer qui a envie de faire des choses joyeuses et colorées. Alors bien sûr, si on parle de design joyeux, coloré, good vibes, on ne peut pas passer à côté de Uchronia, bien sûr, qui incarne ce design coloré, joyeux, très playful, de façon hyper assumée. C'est même sa marque de fabrique. Alors, il tient une place qui est vraiment complètement à part dans l'univers du design, avec une identité quand même bien à lui. Donc, beaucoup de codes emprunts au rêve. Alors, il y a des fleurs, des nuages, des couleurs folles, parfois un peu clivantes même. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr que c'est pas très fédérateur, mais au moins, on ne peut pas passer à côté. Et on peut dire qu'il a quand même amené quelque chose de neuf, d'assez inédit, de lui aussi complètement décomplexé. Alors lui aussi, il a bien donné des petits noms sympas à son mobilier, comme par exemple, si vous allez sur votre site, vous pouvez voir le Bench Bisou, le Candy Bed ou l'Applique Smile, tout simplement. Donc il y a aussi une volonté de
de légèreté, de pas se prendre la tête, d'être un truc vraiment très, très playful. Très ludique, ouais. C'est Julien Seban, on le salue parce qu'il écoute le podcast. Très bien. Salut Julien. Alors, le design joyeux, c'est forcément des formes très ludiques. C'est principalement des formes très ludiques, des accents pop, des références à l'enfance, au rêve. Et si on prend l'exemple du Chronia qui est assez emblématique, qui est vraiment porteur de cette mouvance, on peut aussi parler du designer Axel Shea, avec une vibration quand même un peu plus basse, moins spectaculaire. Donc il s'est fait remarquer avec des luminaires en gros tubes d'acier colorés. Il utilise lui aussi pas mal de couleurs assez vibrantes, des lignes ondulantes. Il y a beaucoup de spontanéité et de façon très ludique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Bon, hormis ces luminaires les plus connus qu'on connaît tous un peu, on peut prendre aussi l'exemple de son fauteuil avec les accoudoirs qui évoquent les échelles de piscine. Il y a pas mal de ces meubles qui sont une véritable ode quand même au jeu et à l'enfance, et lui aussi assume ce côté très spontané et frais. Alors bien sûr, il ne fait pas que des choses rigolotes, son travail est très varié, il s'affine d'ailleurs de plus en plus. Il est aussi représenté par des grandes galeries et exposé dans pas mal d'endroits. Mais on peut dire qu'il a initié un mouvement, un style, je dirais même un ton, quelque chose qui est plus accessible et décontracté. Parce que c'est un design qui ne met pas à distance. Tout le monde peut adhérer, regarder sans se sentir à distance. Mais il a fait une collab en plus avec Monob. Ouais, deux, je crois même. Qui a cartonné. Ce qui montre quand même qu'il y a un truc très de promiscuité quand même et très accessible, qui est assez intéressant. Après, en termes de designer, il y a plein d'autres designers en ce moment qui font ce genre de choses. Je pensais aussi à Eki Busquet, je crois que tu avais interviewé, qui est aussi tout à fait dans cette veine. Elle est super. Elle est très engagée. Elle est très engagée, c'est ça. C'est que c'est hyper bien pensé et en même temps, c'est très accessible. Très accessible, ouais. Et pareil, la maison d'édition, par exemple, Moustache, qui existe depuis longtemps, mais qui propose aussi, c'est un peu leur fil conducteur, c'est vraiment du mobilier ou des accessoires de déco qui sont dans ce registre. C'est très coloré, il y a des accents pop, des fonctions détournées, tu as des appliques en forme de casque de moto, des patères en forme de masque, des lampes qui ressemblent à des caméras Super 8. C'est très décomplexé aussi, c'est assez joyeux. Je pense que ça peut plaire aux enfants, et en même temps, c'est assez pointu comme design, donc voilà. Et je voulais vous donner aussi pour montrer quand même qu'il y a un fond de sauce, qu'il y a quand même une tendance autour de ça, que même dans la mode, on remarque qu'il y a cet élan. Et par exemple, en septembre dernier, au défilé, Bottega Veneta Printemps-été 2025, qui avait lieu à Milan, le thème, c'était l'enfance. Et le designer de l'époque, c'était Mathieu Blasi, qui est maintenant chez Chanel, je crois. J'en suis sûre, même j'ai vérifié parce que je n'y connais rien. Et il a installé tous les spectateurs de son défilé sur des poufs en cuir en forme d'animaux. Donc des gros chiens, des lapins, des poules, des éléphants. Donc ce qui détonnait un peu quand même dans ce milieu. Bon, bien sûr, il y avait une référence. Ces fauteuils, c'était des fauteuils inspirés des mieux gros poufs Sacco Zanota des années 70, mais là, il les a transformés en petits bestiaires animaliers. Donc, juste pour quand il explique ça, il dit, bah voilà, moi j'avais envie d'une impulsion joyeuse et rigolote, et effectivement, ça a été très remarqué. Bah, quand tu vois même Jacques Mus, ce qu'il fait, c'est très... c'est pas du tout enfantin, moi non plus, j'y connais rien en mode, mais quand tu vois ces mini sacs à main, c'est un côté, tu joues à la poupée. Ouais, voilà, complètement. Ouais. Attends, les fashion qui m'écoutes, elles doivent ça, se dire, non mais elle y connaît rien. C'est la grande mais... mode de ces petits sacs, moi je savais pas, mais c'est la grande mode en fait, j'ai découvert ça. Ouais. Tu voulais terminer par un dernier exemple ? Oui, je voulais parler par un dernier exemple qui est un peu différent, parce que si on parle de design joyeux, c'est peut-être un peu caricatural, mais si on veut sortir de ce côté un peu littéral, le design joyeux, c'est aussi une note d'humour et d'esprit. Et celle qui incarne parfaitement ça, c'est bien sûr Marion Mailänder, dont on a déjà parlé ici plusieurs fois. Et elle présentait au mois d'avril à la Galerie Valois à Paris une exposition qui s'appelle Mikasa est tu casa. C'est une exposition qui est vraiment dans la continuité de ce qu'elle avait présenté à la Villa Noailles cet été, avec un ensemble aussi très facétieux, rieur, ironique, bourré de références. Je vous ai pris juste quelques petits exemples, mais par exemple, à l'entrée de l'expo, il y a une sonnette qui serait finalement la sonnette de son immeuble fantasmé, fantasmagorique, rêvé. Et parmi ses voisins de palier, alors elle aurait André Poudman, grande dame du design des années 80, Agnès B, créatrice de mode incontournable, mais aussi Valérie Lemercier, Francis Cabrel, Beyoncé. Donc elle mélange un peu tout le monde comme ça, et cette sonnette à l'entrée donne vraiment le ton. Et après, elle expose plein d'œuvres, mélangées avec des œuvres de la galerie, mais il y a par exemple un tapis qui imite une annonce immobilière, qui reprennent les tics des langages classiques des agents immobiliers. Elle a aussi ces gros tabourets, ces tabourets chouchous, qui sont des tabourets faits avec des gros chouchous pour cheveux. Donc tout ça, c'est encore très décalé.
Mais c'est pas qu'un geste d'humour pour être décalé, c'est une façon finalement de se moquer un peu des goûts qui sont trop établis dans le milieu de l'architecture d'intérieur, du design, trop bourgeois, de désacraliser aussi un monde parfois qui est un peu trop élitiste, des galeries ou du design, on n'ose pas forcément rentrer. Et elle fait toujours ça avec beaucoup d'esprit parce qu'elle a beaucoup d'esprit. Donc voilà, donc pour terminer, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un esprit révélateur de l'époque où on a envie de s'amuser, de voir des choses décalées, joyeuses, ou en tout cas c'est une mouvance qui est bel et bien présente? Ah ouais, c'est un peu les deux, hein. On a envie de ça et en même temps... Oui, en même temps, il y a... on nous le propose, donc on oui. a envie d'être séduit par ça. Ouais. T'as aussi, rien à voir, mais t'as Bello et Bello, je sais pas si tu vois, là, les deux créateurs, là, ils ont un petit monde. Puis tu vois toute la direction artistique autour, quand tu vas sur les... C'est vrai qu'on est dans le coloré, dans le joyeux. Ouais. Dans le ludique, ouais. Toi-même avec ta chemise rose, dit-elle. Alors à qui? À toi, Laetitia. Ah bah voilà, à moi. Alors moi, on va pas parler de rose, là, on va parler marron. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit. Bon, c'est pas la couleur la plus... c'est pas aussi joyeux que toutes ces couleurs, mais c'est pourtant d'actualité parce que c'est la couleur qui a été élue cette année par Pantone. Mais avant d'en parler un peu plus précisément, je voulais déjà resituer, pour celles et ceux qui connaissent pas trop, qui est Pantone. Je connaissais pas toute l'histoire, donc je vais faire un petit récap. Pantone, c'est à l'origine une petite boîte américaine qui a été fondée... Wikipédia, bonjour. Ouais, non, mais je me suis renseignée, je suis allée sur le site de Pantone, qui a été fondée en 1866 et qui crée des nuanciers pour les fabricants de cosmétiques à la base. Donc c'est quand même très vieux, jusqu'au jour où il y a un petit malin qui s'appelait Lawrence Herbert, qui rachète la boîte en 1962, donc quand même un siècle après, et qui a l'idée de créer un système standardisé pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en matière de couleurs. Donc il va créer un nuancier de manière à ce que les designers, les imprimeurs, les peintres puissent tous communiquer entre eux de manière claire et précise grâce à des codes alphanumériques, ce qui n'existait pas. Avant, on disait jaune moutarde, ouais, mais t'en as 10 différents, etc. Donc, il va imaginer une espèce d'énorme catalogue, comme un grand livre de coloriage, qu'on appelle le nuancier Pantone ou pantonnier, et qui répertorie des milliers de couleurs, et qui, au final, est devenu une sorte de langage universel de la couleur, une bible. Et donc, le Pantone Color Institute, qui est donc l'Institut Pantone, a créé en 1999 le Pantone Color of the Year. Je suis désolée, moi qui ne suis pas pro-américaine en ce moment, je fais beaucoup de pubs pour les États-Unis, bref. Et qui élit, donc, comme son nom l'indique, la couleur de l'année. Donc, ils réunissent pour ça une batterie d'experts de chez Pantone qui viennent de divers horizons. Ils analysent en parallèle toutes les tendances du moment dans la culture mondiale, les films, la mode, la déco. Et comme ce sont des gens qui ont une capacité à voir le monde à travers le prisme de la couleur et une sorte de faculté intuitive d'interconnecter tout ce qui se passe dans le monde, ils arrivent à traduire la couleur et à en faire ressortir celle qui est la plus présente en fait dans la culture mondiale ou qui va l'être parce qu'ils sont souvent quand même finalement assez en avant. Enfin, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois arriver les couleurs Pantone, à chaque fois je me dis « Ah, du mauve !» Bon, et puis en fait, tu te rends compte que l'année suivante, tiens, oh là là, il y a du violet partout. Donc au final, c'est quand même assez juste. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est justement parce que ça va arriver vraiment et qu'ils dénichent la tendance, ou est-ce que c'est parce que eux décident qu'il y a cette couleur que du coup ça inonde le marché? C'est devenu une influence, tu vois, quoi. Ouais, est-ce que c'est pas eux maintenant qui influencent? Je sais pas. Tu crois à ce point-là quand même pas? Ben, parce que là, la Terre, par exemple, dont on va parler, il commence à y en avoir déjà, tu vois bien avec le retour des années 70. Il y en a plein qui diraient cette couleur-là. Je trouve que là, tu vois, on revient aux années 70, il y avait du marron à gogo, et ça fait déjà, moi je trouve, ça fait quelques années qu'on parle des années 70. Oui, mais bon. Écoute, ils doivent être influencés et ils influencent aussi. Non, mais c'est canon qu'il y ait cette histoire de couleur de l'année. Bah oui, écoute, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai creusé un peu, cette année, 2025. Bah, c'est pas la plus rigolote, effectivement. C'est le Mocha Mousse, donc 17 230, qui est, je cite, d'après eux, une teinte marron, chaude et riche qui alimente notre désir de réconfort en évoquant subtilement le cacao, le chocolat et le café. Donc une teinte rassurante par les temps incertains que l'on vit et qui est bien sûr également la couleur de la terre, de la nature et de ce qui est essentiel à nos vies.
Alors, contrairement aux autres années où les couleurs étaient quand même plus joyeuses, le mocha mousse a été accueilli avec moins d'engouement, comme tu me le rappelais très justement, parce qu'on le trouve un peu, c'est vrai, un peu neutre, un peu fade, limite une non-couleur qui ressemblerait au taupe, alors que moi qui personnellement déteste le taupe, je trouve qu'il est quand même plus intéressant. C'est plus un marron glacé, on va dire, sachant qu'en plus, il y a plein de nuances autour, en fait. C'est pas une couleur en particulier, c'est un nuancier qui tourne autour. Alors, tu vas me demander, Hortense, comment fait-on pour l'utiliser, n'est-ce pas ? Évidemment, comment fait-on pour l'utiliser ? Alors, eux, ils proposent 5 gammes que je vous ai un petit peu répertoriées parce que je trouve qu'elles sont assez variées et que finalement, on ne penserait pas forcément à mélanger du marron clair avec ça. On a une première famille qui est simple et élégante avec des tons beige, rosé, crème, nude, ambré, brun. Donc là, on est vraiment dans c'est assez doux, neutre. Il y a une deuxième famille, ils proposent un mélange plus floral, assez doux aussi, avec des tons de pierre, de bleuet, de blush, de vert sauge. Donc c'est coloré, mais ça reste encore assez doux. Après, ils proposent de le mélanger avec une version beaucoup plus vive et multicolore, avec du bleu curaçao, du pêche, qui était la couleur de l'année 2024. Bon, celui-là, on l'a vu, mais enfin, ça n'aura pas été le plus flagrant. Mais si, il y en a quand même pas mal du pêche. Quand même, pêche, ouais. Moi, j'adore. Ouais, toi, t'adores, toi. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ils mélangent avec du pêche, du curaçao, du parme, du violet, du jaune. Voilà, là, ils mettent du marron avec tout ça. Mais ça fonctionne assez bien, en fait, quand on regarde. Une quatrième, alors là, qui est plus dans des bonbons acidulés, mais avec du rose vif, du orange vif, et qui rappelle justement ce côté assez 70s, marron, orange, rose. On ose carrément. Et une dernière, un petit peu plus masculine, même si les couleurs sont non-genrées, bien entendu. Le rose pour les garçons, le bleu pour les filles. Évidemment. Et là, on l'associe avec des bleus gris, des verts lauriers, du taupe et d'autres marrons. Voilà. Donc ça, c'est pour la couleur, le mocha mousse. Mais moi, j'avais quand même envie de vous faire un petit parallèle avec la terre, qui est l'élément, un des 5 éléments hyper importants qui se retrouvent dans la maison et dans la décoration de la maison. Parce que c'est pas pour rien, finalement, que ce mot mocha mousse a été choisi. C'est que on est dans une période incertaine. Alors, il y en a qui vont choisir la couleur, comme tu disais, Marie. Et puis la terre, elle ramène quand même à l'essentiel, à nos racines, à la nature, à ce qui a du sens. Et c'est ce qui nous manque un petit peu en ce moment, quoi. Donc, comme vous le savez, mais je le répète un petit peu quand même toujours, on a écrit un deuxième livre qui s'appelle Vers toi, et on parle avec Caroline Vatelet des 5 éléments. Dont la terre. Et la terre, c'est l'élément qui représente la stabilité et l'ancrage. Et c'est vrai qu'on ne se sent jamais aussi bien finalement que les pieds sur terre, plutôt que dans l'air, hein, n'est-ce pas ? Dans l'avion. Hein ? C'est puissant. Ça nous rappelle des souvenirs. Et si possible, les pieds nus ou les mains dans la terre. Voilà, c'est notre base, notre terreau. Elle est partout dans notre environnement, mais finalement pas assez dans notre environnement citadin. Et donc, il y a 5 éléments dont je vous ai déjà parlé, mais je vous redis pour resituer. Donc, il y a l'eau, le bois, la terre, le feu et le métal. Et la terre, c'est vraiment un des plus importants parce que c'est le seul qui réunit tous les autres éléments. Donc, la terre, c'est elle qui va nourrir le métal avec ses minéraux, c'est elle qui fait naître le bois, puisque le bois pousse dans la terre. C'est elle qui se nourrit des cendres qui sont générées par le feu. C'est elle qui a besoin de la pluie. Donc la terre, elle est au centre de tout dans notre maison. Et c'est pas un hasard si on dit qu'il faut mettre cet élément au cœur de la maison, dans ce qu'on appelle le Tao. Donc le Tao, c'est hyper important, le Tao. Moi qui suis en train de faire des travaux dans une petite maison qu'on est en train de rénover, le Tao, c'est vraiment quand vous vous mettez au milieu de votre maison, il faut essayer de votre appartement. C'est vraiment hyper important de choyer cet endroit et si possible d'y mettre de la couleur terre parce que c'est celle de la stabilité, de l'ancrage et qui fait que
de là va rayonner une harmonie dans toute la maison. Donc le Tao, c'est quoi ? Le Tao, c'est ça, c'est le centre de la maison. Ah d'accord. Pardon, c'était pas clair. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. Non, mais le Tao, mais j'ai voilà. toujours pas compris, ça veut dire quoi, c'est le centre de la maison ? Le centre de la maison, c'est ça, quand tu te mets au centre de ta maison. Tu te positionnes géométriquement, vraiment tu prends ton plan et tu te mets à peu près, parce que si c'est un rectangle, un triangle dans ton plan, mais tu as un centre, en fait, le cœur, en fait, de la maison, et c'est ça qu'on appelle le Tao, et ce Tao, il faut le nourrir avec de la terre. Donc, le Mokamous, on peut le mettre dans le Tao. Ah, d'accord, voilà. Ça y est, j'ai compris. Typiquement, mais bon, ça peut angoisser des gens, mais ça, on en a déjà discuté avec Caroline, enfin, elle l'a déjà expliqué. Si tu as des toilettes, par exemple, moi, c'est ce que j'avais dans mon ancienne maison, où j'étais pas très heureuse d'ailleurs, et des toilettes en plein milieu de ta maison, dans le Tao, c'est pas bon, parce que l'énergie, elle s'échappe. Ce sont des principes feng shui, je te sens un peu... non, pas du tout. Dubitative. Non. Non, j'étais en train de réfléchir où étaient mes toilettes. Donc, le Tao, il représente la vitalité dans laquelle on va puiser tous les jours les ressources nécessaires à notre bien-être. Donc, c'est là qu'il faut mettre de la terre. Et il y a des pièces aussi, selon l'orientation de la maison, qui ont besoin de cet élément terre, et notamment les pièces qui sont au nord-est ou au sud-ouest. Donc ça, c'est important de mettre de la terre. Donc, comment on met de la terre ? On met de la terre avec le Mokamous, justement, ou du beige, du sable, du terracotta, du rouille, du brun, bref, toutes les couleurs qui vont rappeler la terre. Et puis aussi, on va retrouver cet élément avec des matières qui viennent comme le travertin, les tomettes, les éliges, le granit, la pierre, des céramiques aussi. Donc, si le centre de votre maison est absolument pas terre et que vous ne pouvez pas le repeindre, vous pouvez mettre des céramiques ou des choses qui viennent de la terre. Le grès, l'albâtre, ou même les coquillages ou les cristaux. Parce que les cristaux, tout ça, tout est lié. Voilà, il y a plein de manières de faire entrer la terre dans nos maisons. Et si vous voulez... Dernière petite chose, ressentir encore plus son énergie, il ne faut pas oublier de la nourrir, la terre, c'est ce qu'on explique dans notre bouquin, avec des couleurs vives, et c'est l'élément feu qui nourrit la terre, donc avec du jaune, du rose, du rouge, pour avoir un centre, une maison pleine d'énergie, où se calfeutrer bien au chaud, avec des meubles de toutes les couleurs, bien entendu. Génial, merci beaucoup. On a plein de trucs. Sur Pantone. Oui, mais parce que Pantone, on sait sans vraiment tout savoir. Je savais pas, c'est super. Voilà, tant mieux si je t'ai appris quelque chose, je suis très fière de moi. Alors à toi Violaine de nous apprendre. J'espère que je vais vous apprendre des trucs aussi aujourd'hui. Comment pas gâcher, ne pas gâcher. En fait, oui, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais bon, le gaspillage alimentaire, ça reste un vrai problème en France. Donc, je reviens sur le sujet régulièrement. Et tout ce que vous jetez, si ce n'est pas dans un compost, c'est vraiment une chaîne énergivore, j'en ai déjà parlé aussi. Donc, je me suis dit, bon, allez, on donne des recettes. Comme ça, vous allez rentrer, vous allez faire plein de trucs, récupérer plein de choses, essayer de jeter le moins possible, et en le faisant, que ce soit sympa et que ce soit bon. Parce que si c'est pour manger du pain dur, dégueu, quoi. Donc... Par exemple, le pain. Voilà, je vais commencer par le pain parce que les Français mangent beaucoup de pain quand même. C'est la base de l'alimentation de plein de gens. Enfin, il y a toujours du pain dans les maisons. C'est rare que... Voilà, dans notre pays, c'est quand même important. Donc, si vous avez un pain très, très sec, même dur comme du bois, vous le trempez sous l'eau, complètement sous le robinet, et vous le remettez au four. Et vous pouvez ainsi le consommer en tartine, en bruschetta. C'est pas du pain frais, mais c'est du pain qui est tout à fait... rattrape. Ouais, ça rattrape. Sinon, vous le mixez et vous faites de la chapelure. Qu'est-ce qu'on fait avec la chapelure ? Oui, qu'est-ce qu'on fait avec la chapelure ? Des nuggets, par exemple. C'est très intéressant. Parce que c'est vrai que parfois, je me retrouve avec des trucs que j'ai récupérés. Je dis, oui, d'accord, mais j'en fais quoi, moi, maintenant, de ce truc ? Et puis, nos grands-mères faisaient du pain perdu. Donc, voilà, le pain, il faut surtout pas le jeter, jamais. Surtout pas le donner aux oiseaux. Très mauvaise idée. Ils sont allergiques au gluten, les pauvres petits, et tout le monde leur file des trucs. Ouais, c'est cata et ça leur fait réduire un peu les ailes. Ouais, mais les pigeons, on peut leur donner un peu. Non, sois gentil. Mais non, c'est parce qu'ils mangent du pain. C'est parce qu'ils mangent du pain. Les canards, pareil. Attends, on va le dimanche donner à manger aux canards. D'une manière générale, on n'a pas le droit parce qu'ils sont déjà nourris en fait. Ah, donc oui, en fait, après, on on faudrait est quand même pas leur donner de gluten. Moi, je les donne à mon chien. J'ai le droit.
Ah, tu fais ce que tu veux. Ensuite, pour éviter de jeter les épluchures et vous voyez dans un légume, par exemple le chou-fleur, on prend le blanc, mais on ne mange pas le tronc et on ne mange pas les feuilles. J'ai trouvé plein de recettes sur Instagram pour consommer les côtes de chou-fleur. Et je vais les tester avant de venir vous en parler. Et c'est incroyable. Tu coupes les côtes, là. C'est quoi les côtes? C'est les racines, là. En fait, c'est l'emballage du chou-fleur. Les grosses feuilles, d'accord. Okay. Qu'il faut garder comme les fans de carottes, comme les fans de radis, comme le verre de poireau, parce que ça t'aide à conserver tes légumes plus longtemps. Faut jamais dire aux gens dans le marché, ah oui, coupez-moi les fans, j'en veux pas. Il faut les garder parce que votre carotte va durer plus longtemps, votre poireau va durer plus longtemps, etc. Donc, avec le brocoli, avec le chou-fleur, vous prenez l'emballage, donc les côtes, qui ressemblent un peu, vous voyez, des feuilles vertes, là. Vous les mincez, coupez en petits morceaux, vous les blanchissez. Systématiquement, moi. Ouais, je te jure. Moi, je rentre chez moi, je les retire, tu vois. Alors déjà, ça me fait gagner de la place. Ouais, mais ça il faut que tu les gardes parce que mais ça le protège. Alors déjà, tes légumes, ils sont pas beaux. Ils sont dans un placard à l'ombre de la lumière, donc pas de coupe de fruits sur les tables. Ah mince, moi ils sont pas frigidaires. De légumes. Pas de frigidaire. En bas du le frigidaire, si t'as pas d'autre place, ok. Si j'ai de la place, mais je sais pas qu'il faut mettre c'est plutôt mieux dehors. à l'ombre. Ils pourrissent pas plus vite? Non, ils se conservent beaucoup plus longtemps. Tu sais, dans ton garde-manger, la petite pièce que tu as au fond, bien derrière. Sûr, à côté de la buanderie. Oui, à côté de la buanderie. Non, mais dans les apparts parisiens, il y avait sous les fenêtres, dans les cuisines, des petits placards. Moi, j'en avais. Qui sont pas chauffés, donc l'hiver, tu râles, mais en même temps, les anciens frigidaires, en fait. Ouais, voilà, exactement. Bon, après, on va pas tout révolutionner. Déjà, prends les feuilles vertes, coupe-les en morceaux, blanchis-les, donc tu les passes un peu soit au vitaliseur, soit à l'eau bouillante, je sais pas, une dizaine de minutes. Et ensuite, tu les mets dans une poêle, tu déglaces avec un petit peu d'ail, etc. Non, le pesto, c'est après. Ça, en pesto, je pense que c'est chaud. C'est trop gros, je pense. Mais j'ai pas essayé en même temps. Ouais. Tu peux essayer et me raconter. Ouais. Et tu mets de l'ail, tu mets tout ça dans une poêle avec de l'ail, tu déglaces à la sauce soja et à la fish sauce. C'est excellent. Mais vraiment, je vous assure. Ah, et tu le manges comme ça. Et tu le manges, ça ressemble un peu comme une côte de bête, vous voyez, ou une blette, ou ce genre-là. Franchement, c'est délicieux. J'ai vraiment trouvé ça, vraiment, vraiment bon. Et malheureusement, je me souviens plus sur quel compte. Je sais que c'était un garçon, mais je me souviens plus sur quel compte je l'ai vu, donc j'ai pas pu retrouver l'info parce que tu sais, une fois que t'es perdu, bon bref. Le tronc du chou-fleur et le tronc du brocoli, vous pouvez faire la même chose avec. Vous les coupez en tout petits, carrés, rondelles, pas trop gros. Et vous les mettez dans des bocaux. Dessus, vous mettez une saumure. C'est rien, c'est de l'eau, du vinaigre et du sel. De l'eau, du vinaigre et du sel que tu as fait bouillir. Tu le mets dans ton bocal avec ce que tu as sous la main, des grains de poivre, une feuille de laurier, papapam. Tu fermes le bocal hermétiquement. Tu attends au moins 24 heures, voire 48 heures. Et tu as des petits pickles à mettre sur ta tartine de rillettes qui sont excellents. J'en ai fait même manger à mes enfants en leur faisant croire que c'était des cornichons qui avaient une autre forme. Et ça a marché. Donc vraiment, c'est... Non, mais je vous assure... Comme tous ces gosses. Non, il y a des trucs, j'y arrive pas. Mais là, franchement, c'est très savoureux, c'est bon, puis tu peux les garder super longtemps, donc très pratique. Et ça te fait toujours ça de moins dans ta poubelle si tu n'as pas de compost. Les épluchures, on peut les garder. Alors, il faut bien laver ses légumes avant de les utiliser. Mais il faut aussi prendre 2 heures... Non, tu fais 2 heures le dimanche, quand tu as le temps. 2 heures. Bah oui, mais après, tu as tes pickles. Après, tu vois, est-ce que tu vas me parler de chips de je sais pas quoi? Alors, les chips, je l'ai mis sur ma fiche, mais moi, je le fais pas. Ouais. J'ai toujours trouvé que le résultat était... Non, pas bon. J'ai jamais fait. En fait, soit j'épluche mal, je sais pas, moi, ça marche pas. Il faut mettre du sel, de l'huile d'olive au four, etc. Il y en a qui... Les épluchures de pommes de terre? Les épluchures de pommes de terre, les épluchures de carottes... patates douces, de tout. Bien les épluchures de pommes, vous pouvez faire du vinaigre de pommes. Les laver, les éplucher. Bah oui, de toutes les manières, tes légumes, tu les laves. Bah, pas avant de les éplucher, non. Bon, ça suffit, les filles. Vous me fatiguez. Donc, faites pas des chips, mais faites un bouillon. Vous prenez les épluchures, vous les mettez dans un sac congélation, vous les mettez au frigidaire. Quand vous avez besoin d'un bouillon de légumes pour un risotto, pour une soupe, pour ce que vous voulez, pour un ramen ou voilà, hop, vous sortez les épluchures, vous les mettez dans l'eau bouillante, du sel, du poivre, du laurier, du thym, ce que vous voulez, et vous avez un bouillon de légumes. Ça va, je trouve que c'est pas trop... Oui, ça. C'est pas trop compliqué. C'est vrai. C'est vrai. C'est plus long que de mettre un cube dans de l'eau, mais...
Mazette, on va aller sur le sujet pesto pour récupérer Billy parce que j'ai perdu tout le monde. Donc sur le pesto. Le pesto, bon, le meilleur, c'est basilic, parmesan, pignon, huile d'olive. Il est délicieux. Mais du basilic, on n'en a pas tout le temps. Et ce qu'il y a de bon quand même dans le pesto, c'est le parmesan, le pignon et l'huile d'olive. Alors le pignon, qui coûte très très cher, peut être remplacé par n'importe quelle graine. J'ai essayé avec de la noisette et de l'amande, ça marche très bien aussi. Et c'est un peu moins cher. Et comment tu fais ? Moi, j'ai jamais fait un pesto. Tu fais cuire et Non, alors, le basilic, tu le fais pas cuire. Ouais. En revanche, ce dont je vais vous parler, les fans de navets, radis, fans de carottes et le verre de poireau, tout ça, tu peux faire du pesto avec. Verre de poireau. Tu les blanchis avant, très important. Je l'ai fait sans blanchir. Vous pouvez être tranquille. J'ai tout raté 3 fois. Donc là, je vous donne vraiment le max du truc. Donc voilà, puis tu vois, c'est pas grave. Donc tu blanchis dans l'eau bouillante. Ouais. Tu attends que ce soit tendre comme n'importe quel légume, tu vois. Et ensuite, tu prends une quantité. Alors, je peux pas vous dire parce que ça dépend de ce que tu as, mais en gros, du verre, donc le verre que tu auras choisi qui te sera tombé sur la main, un peu de graines, une poignée. Donc, une poignée de noisettes, une poignée d'amandes, une poignée de pignons. Si t'es blindé, tu fais ce que tu veux. Quand tu le prends au poids, ça coûte moins cher quand même. Ouais. C'est pas donné quand même. Ouais, c'est pas donné. Un morceau de parmesan, équivalent à la poignée de noisettes, tu vois, morceau de parmesan. T'arroses généreusement d'huile d'olive. Tu mixes tout ça et t'as ton pesto. Et tu peux le garder, franchement, au frais, tu peux le garder au moins 5-6 jours. Et tu peux faire, tu vois, t'as un apéro, hop, tu mets le pesto avec 3 crackers, ça c'est bien. Sur les fonds de tarte d'été, courgettes, machin, c'est délicieux. Dans tes pâtes, enfin voilà. Donc vraiment les pestos, je vous conseille de garder vos fans de navets, fans de radis, fans de carottes et verres de poireaux. C'est super. J'ai déjà essayé les veloutés avec les fans de navets. Plus compliqué. C'est bon, mais il y a... Moi, j'ai fait fan de radis soupe, c'est pas mal. Hein. Avec de la pomme de terre un peu. Bah ouais. Ouais. Il faut un liant. Voilà, il faut un liant. Mais c'est vrai que et puis c'est joli, c'est méga vert. C'est bien. Ça, c'est bien. Je voulais vous parler... Ah oui, je voulais vous parler aussi des agrumes. Alors, les agrumes, quand on presse un citron et qu'on jette le citron, c'est pas possible, ça. On ne fait pas ça. Quoi ? Alors, déjà, vous prenez les zestes de vos agrumes. Même si vous n'avez pas de recette, c'est pas grave, sac congélation, congelé, tu auras toujours un cake ou un poulet ou je sais pas quoi, où tu mettras tes zestes de citron. Franchement, le zeste de citron, ça va partout. Zeste d'orange, ça va partout. Pamplemousse, j'ai pas essayé. Mais bon, tu récupères ton zeste. Pamplemousse, peut-être pas. Donc, tu zestes quand tu décides d'utiliser ton citron, pas avant, parce que attention, la peau le protège, le laisse frais, etc. Une fois que tu l'as zesté, tu vois bien qu'il sèche. Donc, une fois que tu l'as zesté, voilà, c'est un mot très technique. Une fois que tu l'as zesté, tu presses ton citron, si tu as besoin du jus, par exemple. Et ce citron-là, zesté, cette moitié, alors, tu ne la jettes pas encore. Soit tu la mets dans ton lave-vaisselle, pour que ton lave-vaisselle sente bon. C'est antibactérien et anti-gras, le citron. Et comment ça, tu le mets dans ton lave-vaisselle ? Tu le mets. Poses là, comme ça, à côté des verres. Et tu lances le lave-vaisselle. Oui. Après, en revanche, tu jettes le truc parce qu'il a été imbibé de lessive. Là, tu peux plus rien en faire. Et vraiment, c'est génial. Il y a dans toute la machine. Non, pas du tout. Je vois plein de gens faire ça. Ça sent bon. Tu vois, mettre un demi-citron dans ton lave-vaisselle. Tu mets dedans, là, avec tes verres, tu poses. Voilà. Ok. J'ai récupéré Billy, t'as vu sur les agrumes. Ah ouais, c'est bien. Moi, je fais tout au vide. Je l'avais perdu sur les pickles, sur la récupération. Ah ouais, moi, la vaisselle. Donc, ensuite, tu peux aussi en faire des citrons confits. Le citron confit, pareil, ça coûte très, très cher. Ouais. Et ben, si tu mets tes citrons zestés, coupés en deux, dont le jus a été récupéré, tu les mets avec du sel. Tu les mets dans un... Tu vois, tu les recouvres de sel. Tu les mets dans un bocal. Tu tasses bien, tu tasses. Le lendemain, il y a du jus qui est sorti. Tu recouvres d'eau, tu mets un poids, tu fermes. Il y a encore du jus alors qu'on l'a déjà pressé ? Ouais, le toujours. Le sel, ça fait sortir. Bien sûr. Et il paraît que... Alors, tu rajoutes moi, je suis en cours, donc je ne peux pas trop vous dire. Tu rajoutes un petit peu d'eau pour que vraiment les citrons soient très salés des citrons dedans. Confiés. Oui, j'avais jamais fait attention. Et ensuite, tu peux utiliser ces citrons. Alors, il faut attendre des mois quand même, tu vois, pour le faire. Bon, c'est pas grave, on met dans la buanderie d'Hortense. Voilà, dans le garde-manger. Dans le garde-manger, pardon. Je te jure, ce mauvais esprit permanent. Donc, citron confit. Non, je te fais économiser plein d'argent. Mais les noisettes et le citron confit. Attends, moi, ça me dégoûte un peu, ces trucs-là, parce que je me dis... De quoi, le citron confit ? Ouais, t'en fais quoi, en fait ? Tu le manges quand ? Plein de trucs, citron confit, extraordinaire. Il est en boîte. Poulet. Moi, je trouve qu'avec le poulet, c'est... En fait, avec la viande en cocotte, de façon générale, tu le mets dans des salades très émincées et tout ça. Voilà, il faut le clac, tout petit. Et la sauce
enfin le jus qui reste là, qui est un peu salé, ça peut être une base de vinaigrette. Juste une cuillère, tu vois, mais ça donne un goût un peu citronné à tes vinaigrettes, ça filme pas. Tu dois avoir plein de bocaux et de placards chez toi quand même, non ? Beaucoup. Oui. Mais oui. Ah, sujet bocaux, sujet rangement pour tous ces petits trucs. Oui. Ça peut être un bon sujet. La prochaine fois. Bon, prochaine chronique, ce sera sur les bocaux. Beaucoup. Et alors, citron confit, lave-vaisselle, zeste et jus, ok. Et après, vous pouvez faire, c'est cette recette, je l'ai vue sur le compte d'Alice Roca. Vous gardez toutes vos oranges et citrons que vous avez pressés, zestés, etc. Pour pas que ce soit casse-pied, vous les mettez au congélateur en attendant d'en avoir un peu. Ensuite, vous les faites sécher au four, genre à 50 pendant quelques heures, tu vois, pour qu'il vraiment y ait plus d'eau dedans. Tu mixes et ça te fait une poudre d'agrumes qui est délicieuse. Alors moi, je l'ai essayé dans des cakes aux oranges ou au citron, sur une salade, sur une viande. Hyper bien, ça te fait comme un petit condiment, tu vois, qui est assez facile à utiliser. Alors après, sur la conservation, donc je vous ai dit, vos légumes et vos fruits, il faut qu'ils soient à l'ombre, pas de lumière. C'est ça qui fait que... Ils mûrissent. Ouais, trop vite et qu'ils pourrissent surtout. Donc voilà, quand il y a un fruit ou un légume pourri dans une coupe, il colonise le reste, donc il faut l'enlever. Vous pouvez récupérer la partie qui n'est pas moisie, mais comme nos grands-mères. Voilà. Donne-moi la pêche qui est toute abîmée, je vais la manger. Voilà, et elle mangeait un petit bout. Tu peux faire les fruits en compote. Non, mais il y a plein je trouve que, voilà, justement, en écoutant nos grands-mères, enfin, pour ceux qui ont la chance de les avoir connues et d'avoir vécu avec elles, tout ce qui est pain perdu, compote, y a plein de recettes comme ça. C'est vrai qu'un fruit abîmé, ça fait pas envie. Si tu le coupes comme ça fait envie à personne. Si tu fais une compote très sympa. Donc, je trouve que c'est juste chausser d'autres lunettes dans la cuisine, histoire de se dire qu'est-ce que je peux faire avant de jeter ce truc, pour éviter de jeter ce truc. Et je trouve que c'est important, et même, c'est marrant, mais c'est hyper militant de le faire, parce que quand vous êtes dans votre cuisine et que vous le faites, moi, je dis jamais quoi faire à mon entourage proche, qui déjà est saoulé par tous mes trucs, mais quand tu fais, tu donnes envie de faire ou tu donnes des idées aux autres de le faire. Donc, c'est juste militant hop, on coupe ces petits trucs, mais tu mets ton citron à la vaisselle. Ah bah oui. Ouais, ça attise la curiosité. Ça attise la curiosité et je trouve que c'est une bonne façon d'emmener les gens avec toi. Donc, sur la conservation et sur les herbes aussi, souvent au marché, on est là, je vais acheter plein d'herbes fraîches et puis après, on n'a pas le temps de les utiliser et elles frétrissent et c'est l'enfer. Alors déjà, la règle, c'est quand vous rentrez du marché, le mieux, c'est de préparer tous vos légumes. C'est chiant, mais laver les salades, sécher les salades, etc. Parce que, vous les conserverez beaucoup plus longtemps. Vous gagnez du temps parce qu'au lieu de à chaque fois prendre le truc, j'en ai marre, je veux pas laver la salade. Bah là, elle est déjà faite, t'as juste à assembler avec tes 3 autres trucs. Donc je trouve que ça gagne du temps. Et les herbes, vous pouvez les rafraîchir dans l'eau. Même les carottes, par exemple, vous avez épluché trop de carottes. Il vous en reste 2. Vous les mettez dans un bocal avec de l'eau. Vous allez pouvoir la garder hyper longtemps. Si tu la laisses comme ça, elle va sécher parce qu'elle n'a plus son emballage. Parce que la nature est bien faite. Les légumes et les fruits sont packagés déjà. Pas besoin de plastique. Ils ont déjà tout ce qu'il faut autour d'eux. Et donc, les herbes fraîches, vous les trempez dans l'eau un bon moment, etc. Ensuite, vous les séchez bien. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité. Vous les mettez dans un bocal et elles vraiment, j'ai testé, elles reprennent du tonus, etc. C'est comme nous, hein. Si on nous hydrate bien. Oui, où j'avais vu, tu peux les mettre dans un torchon mouillé, non ça, torchon mouillé, c'est pas mal aussi, ça les conserve très longtemps. Moi, j'ai un truc qui marche hyper bien, mais à mon avis, c'est pas écolo, c'est l'aluminium. Non. Tu le mets dans une feuille d'aluminium bien fermée, genre le torchon mouillé, de coriandre. Ça marche hyper. Ça reste au moins 1 semaine, 10 jours sans problème. Je fais la course. Torchon mouillé, ça marche aussi. Non, tu fermes dans le... tu les laisses, elles sont forcément légèrement humides. Oui, mais pas d'alu dans ma chronique, s'il te plaît. Bon. En tout cas, si vous avez un peu d'alu. Non, chut. Et alors après, donc... J'ai cru que tu allais dire du sopalin. Non. Pire. Si, non, je crois que la lui, c'est pas... Bon, bref, c'est pas grave. Et pour finir, je voulais vous donner 2 titres de livres où il y avait pas mal de recettes pour récupérer des recettes marrantes. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est sympa. Il y a L'Ado la dalle, de Pauline Beauvais et Stéphanie Antoine aux éditions La Martinière. Donc, c'est plein de recettes pour les ados. C'est hyper marrant. Et par exemple, elle propose une tortilla, l'ado à la dalle, la dalle, une tortilla avec un reste de pâte,
Bon, voilà, mais il y a aussi plein de trucs pour récupérer du riz. Et en fait, accommoder les restes, ça, c'est aussi un vrai truc. Et il y a aussi mon acolyte, je ne peux pas clôturer cette rubrique sans en parler, qui vient de lancer la campagne de crowdfunding pour RV2. Donc, c'est le 2e roman photo qu'elle fait. Donc, c'est des romans photos pour vous emmener sur le chemin de la transition écologique en rigolant et en rencontrant à chaque fois une personnalité. Cette fois-ci, c'est Angèle Ferremag, la chef naturopathe. Et pour lancer ce roman photo, elles avaient fait un dîner avec le Club des Saints, nos saints, les filles, oui. 0 détritus. Donc, on avait des sets de table en pain. On a mangé que... Alors, je me souviens pas de tous les noms, mais il y avait un condiment, genre comme un peu une comment ça s'appelle, vous savez, les caviars d'aubergine, mais qui avaient été faits avec de la salade, tu sais, les restes de salade cuite dans la vinaigrette que t'as pas du tout envie de manger. Donc il y avait que des recettes comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant, même d'un point de vue historique, tu vois. Et elles étaient allées piocher dans pas mal de cultures, des recettes. C'était vraiment super, super, super. Et donc, RV2 vous donnera aussi une recette. Je ne peux pas vous la dévoiler, mais si vous vous laissez tenter par l'aventure du roman photo, vous aurez aussi une recette avec du pain rassis. Excellent. Voilà. Écoute, c'est bien. Si jamais il y avait la guerre, en tout cas... Tu me remercieras. Je te remercie. Tu m'enverras un petit message, un pigeon voyageur pour me remercier. Je ramasserai des trucs dans les poubelles et je ferai du pesto. Du pesto de salade verte. En pensant à moi. En pensant à Violaine. Évidemment. Bon, mais il n'y aura pas la guerre. Non, il n'y aura pas la guerre. Jamais. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. On doit toutes filer. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.